là où passait la première voie, la route caravanière qui allait sur Bokosogo, on a pris tous ces villages-là où se trouvent maintenant les champs de Moutela là-bas, dans les Madianga là-bas. On les a pris tous là-bas pour libérer. Et on les a amenés, on les a alliés. C'est pourquoi vous les voyez à Kiosi, Moutela et consorts. Bien sûr que du côté de Moutela, il y avait aussi des populations qui vivaient le long du fleuve. De la même manière que les gens ont été regroupés pour vivre à Kaye. Certains sont allés de l'autre côté du Niari, d'autres, c'est les clans qui étaient là. Il y a des clans, parce que la vérité c'est quoi? C'est que on s'est déplacé beaucoup plus sur le fleuve. Donc les populations qui vivaient par ici étaient, l'habitude c'était proche du fleuve. Ça leur facilitait les mouvements. Et par ici, les gens vivent beaucoup plus sur les hauteurs. Parce que là aussi, ça vous facilite le déplacement et de voir les dangers venir. Et c'est ce qui fait que les villages étaient alignés par là-bas et le long du fleuve ici. Le reste des détails, vous verrez comment les populations sont installées, d'où sont parties. Et lorsqu'on a fait le point des populations Kamba, mais ça ne suffisait pas pour faire fonctionner l'usine. Il fallait donc aller plus loin. Voilà comment on commence à aller chercher la main-d'œuvre par-ci par-là. Les détails sont donnés. Il est arrivé un moment, lorsque les affaires de Otino commençaient un peu à fléchir, bon, Otino avait décidé de vendre son entreprise. Et celui qui vient acheter, c'est Jean Villegrain, c'est ça, non? Si. Jean Villegrain qui va acheter, mais il n'était pas seul, il était avec de Welf. Parce que Jean Villegrain, lui, c'est le grand moulin de Paris. Mais de Welf, il était betteravier. Donc c'est lui qui était déjà dans le sucre, l'autre était dans la farine. Enfin, j'ai dit ça comme ça, grosso modo, dans le blé, comment on fait la farine. Et donc, c'est eux, la famille Villegrain, qui vient acheter avec son ami de Welf, qui viennent acheter l'entreprise de Otino. Et quand ils achètent l'entreprise de Otino, naturellement, ils continuent avec l'arachide, mais ils ont pensé qu'il fallait aussi diversifier. Et ils ont commencé à cultiver autre chose. Ils ont tenté avec la banane, ils ont tenté avec les césailles, ils ont tenté avec... il y avait d'autres spéculations. Et la canne à sucre. Bon, c'est la canne à sucre qui avait réussi. La canne à sucre donnait très bien. Le premier jardin, là où on a fait le premier jardin de canne à sucre, le champ d'expérimentation, c'est sur la route de la Luambala. Ceux qui sont de cet arc-là connaissent Aminzanza. Vous trouverez encore des vestige qui sont là-bas et les puits que le blanc avait laissés pour pouvoir arroser régulièrement les jardins des cannes. Parce qu'il y a des boutures qui sont arrivées en fonction de graines. Donc, pour faire la canne à sucre. Et ça avait réussi. Mais il y avait des champs d'expérimentation par là. C'est en ce moment que on va commencer à se pencher vers la canne à sucre. Et Jean Villegrain, quand il lance maintenant l'expérience de la canne à sucre, pour maintenant commencer les champs, le premier directeur, qui est malheureusement dans l'anonymat, l'anonymat, quand les amis de Saris parlent des directeurs, celui-là, on n'a jamais fait allusion à lui. Alors que c'est le premier qui a dirigé cette entreprise-là, à l'époque, la Siane, puisque depuis quand Otino crée la féculerie, son entreprise, c'est la Siane. Et ce premier directeur-là, c'est Alexandre Bader. C'est lui le premier directeur. Oui. Dans l'anonymat. Alexandre Bader est utilisé et amené ici, nommé par Villegrain pour venir. Et Alexandre Bader s'est mis au travail. Il a labouré beaucoup de champs, beaucoup d'étendues. Et on s'est mis à cultiver la canne à sucre.
Naturellement, avec les jardins qui sont de l'autre côté, on allait prendre les boutures là-bas, on amenait ici. Malheureusement pour Alexandre Bader, les problèmes des récessions économiques, ça existe, c'est cyclique. C'est pourquoi quand nous sommes dans l'embellie, je ne cesserai de le dire, il faut que nous préparions l'après l'embellie. À cette période-là, en Europe, il y a la crise économique et le secteur du sucre était touché. Au point où c'était difficile de lever les crédits. Parce que quand les entrepreneurs viennent ici, là, les pauvres, mais ils prennent des crédits. Mais les banques, pour te donner des crédits, il faut que ce soit un domaine porteur, florissant. Mais c'est un domaine qui... Mais quand tu vas avec ton dossier à la banque, on ne te donne pas l'argent. Pas de garantie. Il n'y a pas de garantie. Et donc, Bader s'est retrouvé dans des dettes. Mais qu'on ne pouvait pas tout de suite payer et qu'on remboursait. Et ces dettes-là, lui, en voulant bien faire, il voulait vraiment bien faire. Et c'est vrai qu'il avait voulu bien faire, parce que par la suite, on le verra. Je donne les détails dans les livres. En voulant bien faire, il avait fait du bon travail. Sauf que ça coûte de l'argent. Et cet argent-là, on avait pris ça en dette. Pour préfinancer, comme ça se passe toujours dans toutes les grandes entreprises. Et ceux de Saris ne peuvent pas me dire le contraire. Pour lancer une campagne, ben, il faut l'apport de fonds. Donc il faut parfois prendre l'argent en banque. Malheureusement, avec la crise, il s'est retrouvé en difficulté. Et d'après les dires de nos aïeux, apparemment, ça n'avait pas plu à la famille Villegrain, à son patron. Il avait pris trop de dettes, il avait pris trop de risques. Alors qu'il savait bien que la situation au plan international était morose. Pourquoi il a pris tous ces risques-là? Et ça pèse sur l'entreprise. Apparemment, le patron l'aurait menacé même d'être viré. Apparemment. Bon. Les historiens vont continuer à fouiller. Ça, je mets ça entre griffes. Mais apparemment, il serait fiancé à la fille de Villegrain. Il serait fiancé à la fille de Villegrain. Mais Villegrain, dans la colère, je mets ça au conditionnel parce que je n'ai pas encore vérifié ça. Serait reparti avec sa fille pour dire que bon, ton monsieur c'était un bandit, il m'a mis dans des problèmes, il était s'endetter, gna 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 gna. Et lui, quand il est resté déprimé, humilié, alors la décision c'était le suicide. Il s'est donné la mort. Donc, si vous allez à Dakar, le village Dakar, je parle devant le chef du village de Dakar, vous allez au fond là-bas de Dakar, au fond de la forêt qu'on appelle Kibaka, avant de traverser Divouba. Le mangué là-bas, lui peut aller vous montrer. Il est allé sur le mangué là-bas, il s'est logé une balle, il a pris son calibre 12, il s'est tiré dessus. Tout est décrit dans les livres là. Mais vous savez que à cette époque-là, un paysan, voire un blanc qui s'est suicidé, bon, nous dans la mentalité de l'Africain que nous étions là, de nos parents là, c'est incompréhensible. Parce que c'est eux qui nous amenaient toutes les richesses, tout. Donc, voir un Africain se suicider, un Européen se suicider, ça sortait de l'ordinaire. C'est impensable. Donc, Bader s'est suicidé. Ce sont les paysans qui vont au champ, qui découvrent le corps. Mais vous voyez bien, un paysan, quand il va voir un corps comme ça, à l'époque des gendarmes, tu vas dire quoi?